Que vous soyez là ce soir. Merci Claire, c'est un sujet passionnant. Je suis absolument passionnée par l'alimentation. Il y a nos infirmières, quelques-unes qui nous ont rejoints là, qui le savent. S'il y a une gamelle qui reste plus de 5 minutes dans la cage d'un chat, je deviens folle. Donc c'est assez passionnant. Je voulais juste vous dire que pour immortaliser cette soirée, on a un photographe et vidéaste qui est là ce soir avec nous. Et s'il y a certains d'entre vous qui ont un souci avec le droit à l'image et ne pas vouloir être sur des photos, ils peuvent aller voir Aurélie après pour dire voilà, s'il y a un souci, pas de problème. Donc moi, je change un peu de sujet. Je vais vous parler des actualités sur la prise en charge de l'animal polytraumatisé. Je pense qu'on voit tous des polytraumatisés dans nos structures. Il y a quand même pas mal de choses qui changent régulièrement sur leur prise en charge. Voilà, je vais essayer de tenir 1 heure, pas plus, promis, pour aller boire du champagne après avec vous. L'idée, c'est de passer assez vite sur des choses qui n'ont pas beaucoup évolué depuis des années. Et puis, s'il y a besoin, voilà, vous pourrez me poser des questions. Après, il n'y a pas de problème. D'accord, c'était pas c'est mieux ça? C'est mieux ça. Donc d'abord, à la base de tout, la définition de polytrauma, c'est une définition qui est tirée de la médecine humaine. Hein. Donc c'est un blessé traumatique avec des répercussions respiratoires et ou circulatoires qui engagent à terme, mais vraiment à court terme, le pronostic vital. Bon, ça, je vous apprends rien. En médecine vétérinaire, l'AVP, le classique, le chat parachutiste classique aussi. Nous, on en voit pas mal aussi des morsures multiples. Je sais pas, moi, j'en voyais pas beaucoup à Alfort, par exemple. On en voit beaucoup ici. Et puis, heureusement, un peu plus rare, les plaies par balle, arme blanche, empalement, tout ce genre de trucs un peu exotiques. Pourquoi on s'intéresse à ça et pourquoi on en parle? Parce que tous les animaux ne s'en sortent pas. Globalement, il y a beaucoup d'études qui ont étudié la mortalité, la morbidité sur ces patients-là. Aujourd'hui, on commence à avoir des vraies études scientifiquement avec un impact. La dernière, là, c'est la dernière, la plus récente, qui est sortie l'année dernière. Globalement, elle est sur 20 774 cas. Donc, c'est des vraies études qui commencent à être intéressantes en termes de stats et de puissance statistique. Eux, ils nous disent qu'il y a 92% de survie chez le chien, il y a 82% de survie chez le chat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont aussi donné, en gros, il y a 1/4 des animaux qui sont hospitalisés aux soins intensifs. Alors, ça peut être 4 heures, hein, mais il y a quand même 1/4 de ces patients qui sont obligés de passer par des soins intensifs. Il y a globalement entre à peu près 13 et 15% de patients qui ont un trauma crânien. Et une petite moitié, un tiers, qui doivent avoir une chirurgie quelle qu'elle soit. D'accord? Et ce qui est intéressant, je trouvais, dans ce schéma-là, c'est un schéma d'humaine aussi, mais je trouve qu'on a à peu près la même chose. C'est en fait le pourcentage de morts en fonction du temps après le traumatisme. Et donc, on se rend compte que très vite, dans l'heure qui suit le traumatisme, les patients qui décèdent, c'est souvent qu'ils ont des lésions cérébrales, du tronc cérébral ou du cœur et des gros vaisseaux. Clairement, en médecine vétérinaire, ces patients-là, on ne les voit pas. Ils n'arrivent pas chez nous. En revanche, dans les heures qui suivent le trauma, on a des patients qui décèdent d'hémothorax, de pneumothorax, de fracture du bassin. Alors, fracture du bassin, c'est très spécifique à l'humain parce qu'il y a des grosses artères qui passent et ça saigne très fort. Chez nos animaux domestiques, un peu moins. Des fractures ou de lésions abdominales internes. Et puis là où il faut faire très attention et ne jamais dire aux propriétaires que c'est gagné, c'est qu'on voit quand même qu'il y a un pic de mortalité à 2 à 4 semaines post-traumatisme parce que c'est des animaux qui s'infectent ou qui font des syndromes de défaillance multi-organique. Donc il ne faut jamais crier victoire trop tôt sur les polytraumas. C'est vraiment très important. Ça, c'est une autre étude qui montre qu'il ne faut jamais sous-estimer la prise en charge du patient. Il y a quand même plus de la moitié des patients qui présentent des contusions pulmonaires, 47% sur une étude de 235 cas qui présentent un pneumothorax. On a quand même 1/4 des animaux qui ont un traumatisme crânien et ou un hémo-abdomen. Donc il ne faut clairement pas négliger la prise en charge de ces patients. Et ce n'est pas toujours ceux qui ont l'air d'aller le plus mal qui vont vraiment le plus mal à la fin.
pour moi, la prise en charge d'un patient, d'un polytrauma, il y a 4 grandes étapes et il faut vraiment les respecter et on ne peut pas passer à l'étape d'après, donc la première étape n'est pas faite. La première étape, c'est l'admission, l'état des lieux. Le fameux ABCD, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça, donc le Airway, Breathing, Circulation and Disability. J'en reparlerai après, donc ça c'est vraiment les fonctions vitales et uniquement vitales. Associé à ça, ce qu'on appelle le Minimal Database, qui est les examens complémentaires qui vont être nécessaires à la stabilisation de mon patient. Et uniquement ça. C'est-à-dire qu'aller faire le dosage des pales et des alades sur mon patient, honnêtement, à ce moment-là, j'en ai rien à faire. Et donc, je ne vais pas le faire à ce moment-là parce que je vais perdre du temps. Donc, c'est vraiment les examens complémentaires qui vont modifier ma prise en charge, guider ma prise en charge et qui vont être utiles pour sauver la vie de mon patient. Évidemment, l'idée, c'est après d'aller stabiliser les fonctions vitales. Donc, je ne parle que de fonctionnalité. Tout ce qui est lésionnel, pour l'instant, je n'y pense pas. Et donc, on va aller essayer de résoudre les atteintes fonctionnelles. Donc, après, on en reparlera plus tard. Oxygénothérapie, analgésie, restauration de la volémie. Et parfois même des gestes salvateurs. Alors, quand on en arrive à devoir les intuber dès ce moment-là, c'est mal barré, mais ça arrive. Et puis, thoracosynthèse, il y en a plein d'autres. Une fois qu'on a fait tout ça, et une seule fois, et une fois qu'on a vraiment stabilisé l'animal, ou en tout cas au mieux, on passe à l'évaluation secondaire. Et là, ça va être un moment où on va pouvoir réfléchir, se poser, respirer et dire « Ok, est-ce qu'il y a une patte cassée? Est-ce qu'il y a une mâchoire cassée ?» Des choses qui ne vont pas modifier le risque de décès imminent, mais en revanche qui vont effectivement modifier le pronostic, votre discours au propriétaire, qui vont modifier quand même des choses, mais pas la vie de l'animal. Et puis après, synthèse et décision, c'est le moment de faire le bilan des anomalies fonctionnelles et lésionnelles, de parler de pronostics. On va beaucoup parler des scores parce que c'est ce qui change en médecine vétérinaire, ce qui est très développé en médecine humaine aujourd'hui et qui commence à arriver en médecine vétérinaire. Et puis, discours au propriétaire, consentement éclairé, c'est quelque chose qui doit vous parler. Et puis, décision, sortie, hospitalisation, référence dans un centre de spécialistes pour soins intensifs, chirurgie, etc. Juste pour revenir, et je vais aller assez vite, promis, parce qu'il y en a que ça fait... Le mot physiologie les fait convulser. Qu'est-ce que c'est que le choc? Donc, ce que j'ai appris moi à l'école, c'est production inadéquate d'énergie cellulaire métabolisable. On ne comprend rien, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais j'ai dû l'apprendre par cœur et le recracher au partiel. En vrai, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un déséquilibre entre la distribution tissulaire en oxygène et la consommation tissulaire en oxygène. C'est juste ça. Donc, quelle que soit la raison, il y a un déséquilibre entre ce que je suis capable d'apporter comme oxygène à mes tissus et ce que j'arrive à attraper d'oxygène. Donc la distribution tissulaire en oxygène, elle est logiquement définie par la concentration artérielle en oxygène, le débit cardiaque, combien on en amène et quelle est la concentration. Ce débit cardiaque qui dépend du volume d'éjection systolique à chaque fois que le cœur se contracte, de la fréquence cardiaque, et puis après on a la pression artérielle qui dépend du débit cardiaque et des résistances vasculaires périphériques. Quand on a un trauma, on a des lésions tissulaires, on a du stress et on a de la douleur. Ces trois choses-là sont les trois premières raisons d'augmenter sa consommation tissulaire en oxygène. Tout stress physiologique augmente par essence la consommation tissulaire en oxygène. Et lorsqu'on a un trauma, on n'a pas de possibilité de compenser par une augmentation de notre distribution tissulaire en oxygène. Pourquoi? Et c'est là où ça devient très compliqué. Et je ne vous demande pas de me souvenir de ça, mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est compliqué. On a un trauma, on a des dommages tissulaires immédiats. Il va y avoir un syndrome inflammatoire qui va entraîner une consommation des plaquettes et des facteurs de coag et on va rentrer dans une spirale infernale de coagulopathie traumatique. On a des hémorragies qui font un choc hypovolémique. Le choc hypovolémique, ça fait une hypoxie cellulaire qui fait une acidémie, une hypothermie. Il y a des lésions endothéliales qui en découlent, un syndrome inflammatoire à réponse systémique, une activation du système parasympathique qui fait qu'on a une augmentation de notre consommation tissulaire en oxygène. Et en très gros, tout ça très vite, si on ne fait rien, arrive au syndrome inflammatoire à réponse systémique. Le mode, c'est syndrome de défaillance multi-organique. Et généralement, une fois qu'on est dans la descente de l'escalier infernal, on ne peut plus trop revenir en arrière et c'est le décès. Donc c'est compliqué, on n'a pas obligé de comprendre tout ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut vraiment pas les laisser dans un coin et se dire qu'avec un peu d'oxygène, ça va aller mieux. Donc reprenons le principe de s'occuper de ces patients-là. Au niveau triage téléphonique, je sais qu'il y a des ASV ou parfois c'est des vétérinaires qui répondent au téléphone. Je pense que c'est hyper important de toujours conseiller aux personnes qui appellent de présenter le patient dans une clinique vétérinaire.
Ils peuvent aller très bien, mais avoir une brèche vésicale qui va se voir que 48 heures après. Ils peuvent aller très bien et convulser. Enfin voilà. Donc après, c'est aux gens de décider, mais je pense que c'est vraiment au téléphone à vous de dire, écoutez, il est tombé du 2e étage, il a l'air d'aller bien. Clairement, il vaut mieux qu'il soit vu par un vétérinaire. Si les gens disent, il va très bien, je verrai demain, c'est plus vous qui êtes responsable de ça. Je pense qu'il faut toujours dire que justement, le pronostic peut être réservé, même s'il a l'air d'aller bien. Et qu'il y a des dysfonctionnements organiques, notamment les traumas crâniens, qui peuvent apparaître jusqu'à 2 à 3 jours post-trauma. D'accord ? Et puis, il faut essayer de donner des consignes claires, calmes et précises, ce qui n'est pas toujours facile quand on a des gens qui hurlent au téléphone. Si ça saigne, n'hésitez pas de dire de comprimer avec un linge propre, de manipuler délicatement l'animal au cas où il y a des fractures, notamment vertébrales, de limiter les mouvements, etc., etc. Une fois que notre petit patient est là, on reprend ces fameuses 4 étapes dans l'ordre. Cette évaluation initiale, le ABCD, pour moi, elle est vraiment indispensable. Il faut que ça soit systématique et méthodique. Tout le temps la même chose. Et pourquoi on fait ça ? L'idée, c'est de rechercher des dysfonctions d'organes vitaux. Vraiment. La patte cassée, à ce moment-là, les gens viennent pour ça, mais vous, on s'en fout, clairement. J'ai le chirurgien qui regarde. Promis, après, on en vient à la patte cassée, mais pas tout de suite. Donc, le Airways, généralement, ça va, parce que souvent, chez l'animal, ils arrivent, s'ils ont des soucis au niveau des voies respiratoires, ils sont malheureusement décédés quand ils arrivent. Donc, est-ce que l'animal respire, évidemment ? Est-ce que ces voies aériennes sont dégagées ? Parfois, il y a tellement de sang qu'on est obligé de les intuber et ils ne sont pas si mal, juste ils ont des hémorragies. Donc, il faut vraiment vérifier que les voies aériennes soient dégagées. Le B pour breathing, donc respiration. Est-ce qu'il y a des signes de détresse ? Est-ce qu'il y a une dyspnée inspiratoire, expiratoire ? Est-ce que l'animal respire vite ? Est-ce qu'il y a des signes de discordance, qui voudrait dire qu'il y a de l'épanchement probablement, ou un pneumothorax ? Est-ce que vous entendez bien la respiration ? Le pneumothorax, c'est souvent, sur les grands chiens en tout cas, incroyable, on n'entend plus du tout les bruits respiratoires. Et puis on cherche les signes de trauma, évidemment, volet costal, plaie en région thoracique. Ah oui, ça fait un peu de temps. Le circulation, donc c'est les paramètres de la perfusion tissulaire. Ça, c'est magique parce qu'il y a 6 paramètres cliniques, donc vous n'avez pas besoin d'aller loin, vous avez juste besoin de vos mains et de vos yeux. La couleur des muqueuses, qui sont pâles parce qu'on a une vasoconstriction quand on a une mauvaise perfusion. Un TRC qui va être augmenté. Une tachycardie, bradycardie chez le chat ou tachycardie, ils font ce qu'ils veulent. Température des extrémités froides parce qu'il y a aussi une vasoconstriction. L'anus est une extrémité, donc ce sont des patients qui, oui, vont être hypothermes, mais il ne faut pas forcément les réchauffer tout de suite. On va les remplir d'abord et on va voir après leur température. Et puis, hypovigilance. Et puis, évidemment, on recherche des signes de traumatisme, d'hémorragie, de saignement, d'hématome. Donc là, on voit un patient qui a du sang dans la gueule avec des muqueuses très pâles, et puis un TRC qui, lui, il a une muqueuse un peu hyperémiée, un TRC qui est quand même presque 3 secondes, qui est un petit peu augmenté. Et puis le dernier paramètre à évaluer, c'est le statut neurologique. Donc là, on cherche des signes de traumatisme crânien, la triade de Cushing, si ça parle à certains. C'est quoi ? Augmentation de la pression artérielle, hypovigilance, diminution de la fréquence cardiaque. On en reparlera après. Aujourd'hui, on a un score de Glasgow. Si vous avez tous regardé Urgence ou Dr House pour les plus jeunes, il y a le Glasgow à 15, tout ça. Bah, nous, on a aussi un score de Glasgow modifié et qui donne des valeurs pronostiques. Donc, c'est assez intéressant de le faire. Et puis, pareil, on cherche des signes de trauma, anisocorie, épistaxis, etc., etc. Cette méthode ABCD, pour moi, elle est vraiment, vraiment importante et on doit vraiment se contenir à ça à ce moment-là. Elle permet d'évaluer de manière exhaustive les 3 seuls appareils qui peuvent mettre la vie de l'animal en danger dans les heures qui viennent. Donc l'appareil cardio-circulatoire, respiratoire et neurologique. Et il faut absolument traiter ces anomalies avant d'aller réfléchir à traiter le reste. D'accord ? Ce que je vous disais, c'est que dans le même temps, à peu près, on essaye de faire ce qu'on appelle le minimal database, clairement, et qui vont être utiles aux patients à ce moment-là. Dans le contexte de traumatisme, mon minimal database à moi, vraiment le minimal, c'est la température évidemment, micro-hématocrit, taux de protéines, les lactates et d'aller voir à l'échographie FAST si j'ai de l'épanchement dans mon thorax ou dans mon abdomen. D'accord ? Le reste, alors après, évidemment, dans la vraie vie, si vous arrivez à poser un cathé et que vous avez du sang, vous avez le droit de tout lancer. Enfin, je veux dire, vous avez le droit de lancer une bioche 7 si vous voulez, mais même une urécréate, c'est pas ça qui va m'intéresser à ce moment-là, du tout.
L'ECG, la SpO2, on va en parler, ça peut être intéressant, mais ça ne doit pas retarder la prise en charge du patient. La glycémie, pareil, et puis j'ai mis en tout petit ce qui pourrait être intéressant si l'animal va être hospitalisé, si l'animal va avoir une chirurgie, si voilà, l'animal doit rester là, mais pas du tout à ce moment-là de votre prise en charge de votre patient. Donc, je disais, l'hématocrit et le taux de protéines, pardon. Clairement, si l'animal saigne, c'est intéressant de d'avoir une valeur de base. Normalement, quand vous allez arriver, le microhématocrit, il n'aura pas changé par rapport à sa valeur basale. Il faut savoir que le microhématocrit, il diminue très très tard à partir du moment où il y a un saignement. C'est-à-dire qu'on peut voir la diminution du taux du microhématocrit jusqu'à 12 à 24 heures après le début de l'hémorragie. Et le creux de la vague, même si on a arrêté l'hémorragie, il est souvent à J2. Donc c'est pas grave si vous voyez votre patient qui va mieux mais qui continue à baisser en hématocrit, vous savez qu'il y a 2 jours où il faut qu'il passe ce creux de la vague. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est les protéines totales. Vous pouvez les faire juste au réfractomètre, parce qu'elles diminuent très vite. Dans la première heure après l'hémorragie, les protéines totales diminuent. Et en revanche, elles remontent beaucoup plus vite à J2, J3. D'accord ? Clairement, ça, c'est valable s'il n'y a pas une hémorragie massive. S'il y a une artère abdominale qui a une hémorragie massive, tout diminue d'un coup. Mais voilà, donc c'est intéressant. Oui. Voilà. Mais c'est intéressant et il faut savoir qu'il y a des papiers qui ont montré qu'en revanche, une anémie à l'admission, c'était un facteur de comorbidité. On le sait maintenant parce que en fait, ça veut dire qu'il y avait déjà un souci avant ou qu'ils ont déjà perdu beaucoup de sang. Voilà. Et c'est évidemment intéressant aussi parce que si on a un éventuel épanchement, on en discutera plus tard, mais il va falloir comparer cette valeur de l'hématocrit dans l'épanchement et dans la prise de sang de l'animal pour pouvoir vérifier si c'est du sang ou pas. La lactatémie, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les lactates. Je suis très triste. Cette petite machine-là, clairement, cette petite machine, c'est une machine qui permet de mesurer les lactates au chevet du patient avec juste une goutte. Je l'ai acheté sur un site de pharmacie en ligne, ça coûte pas très cher vraiment, ça coûte une centaine d'euros. Et chaque bandelette, c'est à peu près 2 euros. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi est un investissement à faire dans une clinique vétérinaire. Pourquoi ? Parce que c'est un marqueur de l'hypoxie tissulaire et cellulaire, c'est-à-dire que vraiment on a avec une hyperlactatémie, ça signe vraiment une hypoperfusion tissulaire. Et donc avec une goutte de sang, on est capable de dire que notre cycle de Krebs ne fonctionne plus et qu'on est en train d'être en hypoxie. Donc c'est assez fabuleux et ça nous permet aussi de gérer notre fluidothérapie. C'est-à-dire, j'ai une hyperlactatémie, ça veut dire que j'ai une hypoxie cellulaire, ça veut dire que j'ai une mauvaise perfusion tissulaire, ça veut dire qu'il faut que je fasse des fluides. J'ai fait des fluides, je refais des lactates, j'ai besoin d'une goutte de sang, c'est mieux, je continue, c'est normal, j'arrête mes fluides. D'accord ? Il y a eu longtemps où, par exemple, les SDTE, quand ils arrivaient, ils étaient à 15 de lactate et on sait 2,5 la valeur supérieure maximum autorisée. Et on disait, oh là là, mon Dieu, ils sont à 15. En fait, on a réalisé que la cinétique était plus importante et plus intéressante et pour la valeur pronostique. Donc, s'ils arrivent à 15, mais qu'avec 2 bolus, ils sont à 6, c'est pas un facteur pronostic négatif. En revanche, s'ils arrivent à 15 et qu'après 2 bolus, ils sont à 16, c'est un facteur pronostic négatif. Voilà, il y a beaucoup de publications là-dessus et ils continuent à publier parce que maintenant ils essayent de le relier avec justement les scores de traumatisme et donc le fameux ATT score dont je vous parlerai plus tard. On sait qu'une hyperlactatémie c'est corrélé avec des ATT scores, c'est animal trauma triage qui sont plus élevés. Et là, il y a une publication, j'allais dire qui est récente, 2014, c'est pas si récent, qu'une lactatémie, la lactatémie chez ces patients était significativement plus basse sur le groupe des survivants. Voilà. Après, je disais que moi, mon 3e examen indispensable, c'était le FAST. Ça, c'est pareil, je pense que c'est à systématiser. Il y a des études qui ont montré qu'ils ont fait faire une FAST à des étudiants qui n'avaient jamais touché une sonde échographique et un imageur qui était diplômé en imagerie. Et au bout de 6 FAST, la sensibilité et la spécificité de leur examen étaient la même. Donc c'est à la portée de tout le monde. Et il faut s'entraîner, c'est sûr, mais il faut le faire. Le FAST abdominal, alors j'ai mis POCUS, c'est tout nouveau maintenant, ils appellent Point of Care Ultrasound. Et la FAST a été fait pour vérifier s'il y avait de l'épanchement ou pas. Le monsieur qui a inventé ça, il a presque...
c'est presque une marque déposée maintenant. Et donc, si on veut aller voir s'il y a une dilatation pyélique, autre chose que de l'épanchement, on ne peut pas dire fast, on doit dire POCUS. Voilà. C'est pas grave, il est là, celui qui a tout inventé, Lisandro. Donc, épanchement abdominal ou rupture hémo-abdomen, rupture d'organes creux. Il y a des ruptures vésicales, clairement on les voit. Souvent on les voit pas à l'admission. Parce que ça se patche assez vite et en fait c'est à J2, J3, tout d'un coup l'animal il se dégrade, on ne comprend pas, il a plein d'épanchements et en fait il a une brèche vésicale. Là je vous ai remis les quatre fenêtres qu'il fallait aller voir, donc les deux reins, la vessie et la fenêtre diaphragmatico-hépatique pour aller vérifier qu'il y a de l'épanchement ou pas. Et puis le phase thoracique, c'est un peu plus difficile, je l'accorde, il faut s'entraîner. L'idée, c'est d'aller, il y a 5 points, c'est d'aller voir en haut quand l'animal est en sternelle, pour aller vérifier qu'il n'y ait pas un pneumothorax, et puis au niveau du cœur pour aller vérifier qu'il n'y ait pas d'épanchement. Il y en a 5 parce qu'il y a des deux côtés à chaque fois, et la diaphragmatico-hépatique qui permet de voir des épanchements aussi. Donc ça, pour moi, c'est indispensable. Et une fois qu'on est entraîné, honnêtement, moi, je ne vais plus faire de radio sur un trauma qui n'est pas stable. Jamais. Et j'essaye de dire à mes internes, si vous avez un doute, vous faites une thoracosynthèse, mais si vous avez un doute avec un pneumothorax, je préfère vous voir piquer et me dire finalement il n'y avait pas d'air que d'aller avec un chat pas stable en radiographie. Il faut avoir un échographe, je suis d'accord, mais si on en a un et qu'on s'entraîne un petit peu, ça permet vraiment de les laisser sous oxygène tranquille. Donc pour l'écho thoracique, donc il y a les fameuses lignes A qui sont des lignes en fait de réverbération qui sont complètement physiologiques. Donc ce qui passe, c'est qu'on met la sonde au niveau du thorax du chien, on ne bouge pas et on le laisse respirer et on voit ce qui se passe sur l'écho. Donc ça, c'est des lignes B qui sont pathologiques et qui sont signes qu'il y a du liquide dans les alvéoles. Sur un cardiaque, ça peut être de l'OAP. Sur un trauma, généralement, c'est des contusions pulmonaires. Voilà. Donc ça, c'était la différence. Il y a une vidéo, je suis désolée, elle fout un peu la nausée. C'est quand j'étais assistante à Alfort, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et donc, on me voit poser la sonde sur l'hémithorax gauche du chien. Donc, vous voyez, je pose ma main, je ne bouge plus. Vraiment, je ne bouge pas, littéralement. Et, oui, voilà. Vous voyez cette ligne, là, la ligne pleurale, qui avance et qui recule à chaque fois que l'animal respire. Moi, je ne bouge vraiment pas. Et donc, en fait, c'est les deux plèvres qui... Il n'y a pas d'espace entre les deux plèvres et donc elles glissent l'une sur l'autre et on voit cette espèce d'avancement à chaque fois que l'animal, on voit des lignes aussi, à chaque fois que l'animal respire. Et puis après, je vais me mettre de l'autre côté, donc je me mets exactement au même endroit mais dans l'hémithorax droit. Pareil, je ne bouge pas ma sonde, l'animal respire. Et là, vous voyez que cette ligne, je vais bouger un peu mais c'est moi, promis, cette ligne elle avance pas du tout, là je bouge, mais cette ligne elle bouge pas du tout. L'animal respire pour autant tout le temps. Et donc en fait ça c'est clairement, il n'y a pas ce glide side qu'on appelle et donc ça veut dire qu'il y a un pneumothorax. Ça veut dire que les deux plèvres elles sont plus collées l'une à l'autre, elles glissent plus l'une sur l'autre et donc on ne voit pas ce glide side. Donc quand ça glisse, tout va bien. Si ça glisse pas alors que vous sentez l'animal qui respire et vous voyez que ça bouge pas, c'est clairement qu'il y a un très fort, il y a vraiment 80% de chances qu'il y ait un pneumothorax dans cet animal. Sur les gros chiens, c'est génial parce qu'ils ont souvent des pneumothorax que d'un côté, donc c'est très pédagogique. Sur les chats, tout ça, c'est moins joli, mais on s'entraîne un peu et en fait, on le suspecte la première fois. On va faire une radio, on se dit « Ah bah oui, il y a vraiment un pneumo ». Puis on s'y fait et puis voilà. Moi, c'est vrai que maintenant, je fais plus de radio sur mes animaux, mes patients qui sont pas stables. Donc oui, c'est à systématiser le plus possible. Il faut s'entraîner. Je vous ai remis les chiffres. Il y a quand même des études. Alors, c'est des petites études, entre guillemets, sur 83 cas, mais qui montrent qu'il y a jusqu'à 54% des patients qui ont des traumatisés qui arrivent avec un hémo-abdomen. Et vous ne tournez pas du tout? Non. Vous posez... Ah, sur le thorax pour faire l'échographe. Ah non, je mets de l'alcool. Ah non, moi je le fais. Et je le fais dans la position du patient. Mon patient, il est mal, il est instable. Donc je le laisse tranquille et je m'adapte à lui. Donc il bouge, je bouge avec lui, je m'adapte à mon patient. Je parlais donc d'autres examens complémentaires qui sont pour moi moins hyper importants, mais il faut en parler quand même. La SP2O2, je vais passer vite parce que sinon je ne vais jamais finir à l'heure. Mais en gros, il faut savoir que la SP2O2, ce qui nous intéresse dans la SP2O2, c'est pas la SP2O2, c'est qu'on peut la corréler à la pression partielle en oxygène dans le sang. En gros, à partir du moment où on a une SP2O2 à 95%, on est déjà à 80 mm de mercure de PaO2 et c'est une hypoxémie. Ça veut dire que mon sang manque d'oxygène. Une SP2O2 à 90, c'est une hypoxémie sévère à 60 mm de mercure. Donc, si on a le temps et que notre patient n'est pas si instable, on peut lui faire une SP2O2.
et vérifier qu'il n'y ait pas une hypoxémie. Ça arrive quand même dans 25% des AVP, hein, et ça favorise l'émergence des troubles à l'ECG, donc c'est pas négligeable. C'est juste que vous voyez sur cette courbe, en fait, dès que l'animal il reçoit de l'oxygène, on est tout à droite de la courbe, et donc en fait, on va être entre 100 et 500 de PaO2, et notre SP2O2, quoi qu'il arrive, elle va rester à 100%. Donc dès que mon animal il est supplémenté en oxygène, ma SP2O2, elle sert à rien, ou en tout cas elle est tellement pas assez précoce que sur un traumatisé, c'est pas notre problème. Donc clairement c'est intéressant parce qu'on sait que ça arrive et que ça favorise les troubles ECG après. Mais si votre patient reçoit de l'oxygène, c'est pas interprétable et du coup ça doit jamais retarder la mise en place de l'oxygénothérapie. Donc voilà, il faut savoir que ça peut être intéressant de le faire, mais il ne faut jamais que ça retarde la prise en charge de votre patient. L'ECG, pareil, si vous avez un monitoring ECG, c'est intéressant. Il y a quand même à peu près 20% des traumas qui ont des troubles à l'ECG. Hein. Donc, ce n'est pas négligeable non plus. 96% si c'est un AVP contre la voiture. Donc après, pas vu, pas pris. Hein. Il y a plein d'animaux qui n'ont pas d'ECG. On ne sait pas qu'il y a des troubles du rythme et ils s'en sortent. Mais si vous faites des ECG à tous vos patients qui ont des traumas, vous allez voir des troubles du rythme. Autant chez les chats, il n'y a pas beaucoup de molécules qui permettent de traiter les troubles du rythme, autant chez le chien, c'est entre guillemets facile, on peut faire de la lidocaïne, et donc c'est dommage de ne pas le traiter, ces troubles du rythme qui sont clairement des facteurs de comorbidité, et il y a pas mal d'articles qui prouvent que c'est des facteurs de comorbidité. La pression artérielle non invasive, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'aurais dit arrêtez de faire des PA, ça ne sert à rien, c'est pénible, ça prend trop de temps. Clairement, l'intérêt pronostic, il n'a pas été démontré. Et puis, je trouvais que vraiment, c'était de la perte de temps, le temps de trouver le pouls, tout ça. Voilà. Aujourd'hui, ils sont en train d'étudier l'indice de choc. Donc, c'est quelque chose qu'ils étudient beaucoup en médecine humaine. C'est très facile, c'est la fréquence cardiaque divisée par la pression artérielle systolique que vous avez à votre Doppler ou à votre moniteur. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'instruments et ça s'appelle le shock index en anglais et il y a clairement là en revanche un intérêt dans le suivi, dans le monitoring et dans le pronostic. En gros en médecine humaine ils ont trouvé un cut-off à 0,9. Si le patient quand il arrive il a un indice de choc supérieur à 0,9, on sait que ça augmente son taux de mortalité, ça augmente sa durée d'hospitalisation et ça augmente sa nécessité d'avoir recours à des produits sanguins. En médecine vétérinaire, il commence à y avoir plusieurs articles dessus, notamment une jolie étude rétrospective avec 121 chiens qui avaient eu des AVP et 60 chiens sains pour comparer. Et clairement, alors on est à peu près à 1 de cut-off, on sait qu'au-dessus de 1, il y a un choc qui peut être modéré à sévère, et on voit bien que là, ça reste une médiane, donc il y avait des chiens sains qui étaient au-dessus de ça, donc il faut le prendre avec des pincettes, mais la médiane de l'indice de choc du chien sain était à 0,75 contre les animaux qui sont morts de leur trauma, qui étaient à 1,27. Donc ça peut être intéressant, c'est pareil, il ne faut pas qu'on mette 2 heures à trouver une pression artérielle, sinon retarder trop la prise en charge du patient, non. Si on a une PA, faire cet indice de choc avec notre fréquence cardiaque permet d'avoir un pronostic et permet de toujours pouvoir éclairer le propriétaire sur ce qui va se passer pour la suite de son patient, et donc c'est intéressant. Parlons de ces petits scores parce que je me bats pour qu'il y ait des scores dans cet hôpital. Pour moi, il y en a des hyper importants. Le Glasgow modifié, je suis désolée, c'est en anglais, j'ai pas trouvé de version française, j'avais la flemme de traduire. Mais c'est un score qui est assez facile à faire une fois qu'on a compris ce qu'on nous demande. On n'est même pas forcément obligé de le faire au chevet du patient. C'est-à-dire que si on a fait un examen clinique et qu'on s'en souvient, on peut le faire 4 minutes plus tard. En gros, c'est l'activité motrice, est-ce qu'il est paralysé ou est-ce qu'il marche, l'activité du tronc cérébral, donc est-ce qu'il est en opistotonose, enfin voilà, et puis le niveau de conscience. Et en fonction de ça, c'est exactement comme un score de Glasgow chez l'humain. On a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et on nous dit, si le Glasgow de mon chien, il est entre 15 et 18, le pronostic, il est bon. Si le Glasgow de mon chien, il est entre 9 et 14, c'est réservé. Et là où c'est très intéressant, c'est que si on a un Glasgow modifié en dessous de 8, il y a 50% de mortalité à 48 heures. Donc après, ça reste au propriétaire de décider, mais vous pouvez arriver en leur disant, voilà, je sais que votre animal, il a vraiment un score de Glasgow qui est diminué. Il y a une chance sur 2 qu'il soit décédé dans 2 jours. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas? C'est vraiment pour moi tous ces scores qui permettent, vous, d'éclairer le propriétaire et d'éclairer aussi votre prise en charge parce que vous savez qu'il y a vraiment un fort risque que ce patient se dégrade.
Donc voilà, je voulais vous trouver une version française, je n'ai pas trouvé, donc si vous trouvez, voilà, c'est le score de Glasgow modifié. Il y a un score qui est un peu plus long, qu'on malheureusement on n'utilise pas assez, même chez nous, qui est un score de triage trauma. Pourtant, il est très très bien. Pareil, il n'est pas très compliqué à faire, il faut juste cocher les cases et il n'y a pas de questions très compliquées, vraiment. En gros, pareil, statut neurologique, est-ce qu'il y a des plaies, est-ce que tous ses yeux vont bien, est-ce qu'il respire normalement, est-ce que les paramètres de la perfusion, donc les muqueuses, etc., sont OK, est-ce que sa fréquence cardiaque est plutôt haute, normale ou basse. Donc c'est vraiment un score qui est simple. Et lui, il donne une prédiction de survie à 7 jours. Et en gros, à chaque fois qu'on prend un point de score, on perd 2,5 chances de survie. Donc après, il y a pareil, il y a de plus en plus de publications là-dessus. Donc il y a des chiffres exacts à X, à 8 d'ATT score, on a X chances de mourir. Je ne vais pas tout vous dévoiler ce soir, mais c'est vrai que pour, pareil, éclairer votre prise en charge et éclairer le propriétaire surtout, c'est très intéressant, je trouve. Ils ont réussi à corréler l'augmentation du score avec le coût des soins et le risque de coagulopathie traumatique, je vous en parlerai un peu plus tard. En revanche, ils n'ont pas réussi à montrer une prédiction sur la durée. Que les infirmières connaissent bien, c'est le score de douleur. Alors ça, il y en a en français, c'est 4AVET qui a fait ça. Et moi, les ASV le font toutes les 4 heures parce que la morphine dure 4 heures. Et donc, à chaque fin de morphine, on fait un score de douleur pour voir s'il faut augmenter la dose de morphine, passer à une autre analgésie, diminuer la dose de morphine, etc. L'idéal, c'est que ça reste... En fait, l'idée, c'est d'avoir un score qui est objectif contre notre avis qui est subjectif. Moi, j'ai vu beaucoup de patients traumatisés. Je vais voir un animal, je vais trouver qu'il n'a pas très mal. Un chirurgien va trouver qu'il n'a pas mal du tout. Et les infirmières qui sortent de l'école vont me dire « Oh mon Dieu, il a hyper mal ». Donc, c'est très subjectif et c'est normal en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de notre passé, de notre histoire, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir un score le plus objectif possible. Mais c'est jamais objectif. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir toujours la même personne. Moi, c'est vraiment les ASV qui le font. Il y a écrit réaction à la zone opératoire parce que c'est pour du post-op, mais en fait, il suffit juste de voir là où il a mal. Si c'est une fracture, voilà. Et l'idée, c'est que ce soit toujours le même opérateur sur la journée si possible. Parce qu'en fait, le début du score, on s'en fout. Si elle a trouvé 12 et qu'après c'est 8, on se dit que notre plan analgésique, il est OK. Si elle a trouvé 12 et qu'après c'est 14, on se dit que, quelle que soit la valeur basale, il faut augmenter notre analgésie. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... moi, il y en a partout en bas et j'essaye d'instaurer ça toutes les 4 heures. Voilà, donc on a fait notre ABC, on a regardé nos fonctions vitales, on a fait notre minimal database et du coup, maintenant, il faut quand même s'occuper de notre patient. Moi, l'oxygène, c'est systématique. Ce que je disais, c'est que l'état de choc, c'était un déséquilibre entre la distribution en oxygène par l'organisme et la consommation. Et donc, le meilleur moyen d'augmenter la distribution en oxygène, c'est de lui en apporter. Ça ne marche pas magnifiquement bien, mais c'est déjà ça. Donc, dans le doute, et initialement, je mets de l'oxygène. Et après, j'ai réfléchi et que j'ai fait l'état des lieux de mon patient, je décide de garder de l'oxygène ou de ne pas garder de l'oxygène. Il faut faire attention, vraiment c'est des patients qui sont pas bien, donc je trouve que vraiment pas d'administration stressante. Donc là, le masque comme ça, là, moi c'est hors de question, c'est pour moi beaucoup trop stressant pour le patient. Et en plus, ils peuvent pas expirer leur CO2, donc ils risquent de réinhaler leur CO2. Donc moi c'est FlowBy, ce qu'on appelle FlowBy, donc je leur mets le petit tuyau d'oxygène devant le nez. S'ils sont stables et qu'ils n'ont pas de trauma de la face, on peut poser une petite sonde nasale, les mêmes que les sondes pour gaver les patients. Mais on les met que dans le nez. Et le FlowBy, c'est très bien. Après, effectivement, moi, je travaille dans un endroit où j'ai plein d'infirmières et c'est chouette. Du coup, elles peuvent tenir. Mais il faut quand même quelqu'un qui est dispo avec une main pour l'oxygène, quoi. Je vous ai mis ça parce que les gens disent « Ah bah oui, mais si c'est loin, si le patient bouge, il ne reçoit pas beaucoup d'oxygène. » Mais il y a quand même des études qui ont montré que le patient, si on met entre 2 et 4 litres minutes devant le nez, alors après, effectivement, si on est à 1 mètre, ça ne marche pas, il reçoit quand même entre 25 et 35% d'oxygène. Donc, on augmente la fraction inspirée en oxygène. Pas de manière conséquente, mais ça peut suffire au début. Après, la fameuse fluidothérapie, ça c'est pareil, il y a quand même des choses qui ont changé. C'est plus du tout, on met 2 cathés et on ouvre les perfs à fond, quoi qu'il arrive. Ça ne marche plus comme ça. Il faut titrer. Il faut clairement titrer et on a des moyens de titrer l'efficacité de notre fluidothérapie. Les lactates, si vous n'avez pas de machine à lactate, les paramètres de la perfusion, c'est clinique, c'est tachycardie, bradycardie, les pouls, ça on n'a besoin de rien. Et donc il faut vraiment titrer notre fluidothérapie.
la plupart des polytraumas en ont besoin, mais combien? Ben ça dépend du patient. Et puis, l'idée, c'est de faire, s'il y a des signes d'hypoperfusion, des bolus pour remplir le système vasculaire, donc sur un court temps. Cristalloïdes isotoniques, il faut toujours commencer par ça. Donc, on a le choix entre Ringer et NaCl. Je ne sais pas s'il y a toujours ce grand débat Ringer versus NaCl. Voilà. Le NaCl est acidifiant, le Ringer est alcalinisant, il n'y a pas de potassium dans le NaCl, il y a du potassium dans le Ringer lactate. Le NaCl est vraiment isotonique, la tonicité du plasma c'est entre 300 et 350 milliosmoles. Le NaCl on est à 308, le Ringer on est à 130 x 2, 260. Donc on est un peu hypotonique, donc il y a un peu de risque que ça fuit vers les cellules. Donc, par exemple pour les neuros, effectivement on est plutôt sur du NaCl. Moi personnellement je suis Ringer lactate, sauf cas extraordinaire. Parce que les patients sont toujours plutôt à tendance acide, et on a vu l'acidémie, ça rentre dans la triade mortelle là, de l'enfer. Donc je suis plutôt Ringer lactate, sauf vraiment cas particulier. Ça n'a pas beaucoup changé, donc les bolus de cristalloïdes isotoniques, 10 à 30 ml/kg sur 10 minutes, à réitérer. Moi, je fais un bolus sur 10 minutes, je regarde les paramètres de la perfusion, je regarde les lactates, je refais mes lactates avec juste ma petite goutte. Si c'est mieux mais pas encore parfait, je recommence. Si un seul bolus, ça suffit, que les lactates sont quasiment normaux et que le TRC est normal, clairement, je fais qu'un bolus. Et ça suffit. Peut-être que dans 1 heure, on en reparlera. Mais en tout cas, sur le moment, je peux ne faire qu'un bolus. Chez le chat, on sait qu'ils sont un peu plus sensibles à la surcharge volumique. Donc, les bolus, on les fait un tout petit peu moins élevés. Donc, 5 à 20 ml/kg sur 10 à 15 minutes. Pareil, on réitère. Et il y a des doses max. Et encore, ces doses max-là, elles sont pour les cas vraiment très généraux. On va voir que souvent, chez le patient polytraumatisé, je conseille de faire un petit peu moins que ces doses max-là. Si ça ne suffit pas, on a déjà fait nos doses maximales de cristalloïdes isotoniques et que notre patient il a toujours des signes d'un mauvais remplissage vasculaire, d'une mauvaise perfusion. Il y a des hypertoniques. C'est une seule fois et l'idéal, c'est d'avoir un iono avant, donc c'est pas pratique. Et il y a vraiment aujourd'hui plus de raisons d'utiliser des colloïdes synthétiques. Vraiment, ça augmente le risque d'insuffisance rénale, ça augmente le risque de coagulopathie. On est sur des patients qui ont déjà des risques augmentés de tout ça, et donc ça va augmenter notre risque de syndrome de défaillance multiorganique. Donc vraiment aujourd'hui, le Voluven, à part sur un animal qui se vide de son sang et que vous n'avez pas de sang frais, il faut éviter, surtout sur des animaux qui sont à risque d'avoir un syndrome inflammatoire à réponse systémique. Donc il y a des doses, hein, j'en ai utilisé, quand j'étais étudiante, on en utilisait encore, mais aujourd'hui vraiment, je ne le conseille pas, sauf cas très particuliers. Voilà, donc en gros, les objectifs, quel que soit le patient dans le contexte du polytrauma, moi je favorise le Ringer pour éviter l'acidose. J'essaye d'obtenir une pression artérielle supérieure à 90. Si c'est pas 120, c'est pas grave, 90 ça suffit. On sait que pour maintenir une perfusion tissulaire correcte et ne pas léser les reins ni le cerveau. En revanche, et c'est là où je vous disais que souvent, moi, je fais jamais 3 bolus sur mon polytrauma, parce que quand il y a des contusions pulmonaires, on conseille de diminuer la dose de cristalloïdes. Et comme on a dit qu'il y a quasiment 2 tiers des patients qui ont des contusions pulmonaires, dans le doute, moi, je fais que 2 bolus. Si j'ai un patient qui a un hémo-abdomen, il y a ce qu'on appelle l'hypotension permissive, avec une PA à 80, c'est OK. Et on évite les colloïdes, sauf le plasma. Et en revanche, dans le traumatisme crânien, on l'a vu, on le reverra, c'est des animaux qui vont avoir tendance à être hyper tendus. Donc déjà 100-110, c'est une pression artérielle qui est presque basse pour eux. Donc on essaye de maintenir une PA au-dessus de 100-120 et on évite le Ringer lactate sur ces patients-là. Pourquoi ? Parce que c'est un peu hypotonique et donc ça va avoir tendance à sortir des vaisseaux pour aller dans les cellules, et notamment les cellules cérébrales, qui sont déjà pas en pleine forme. Voilà sur les fluides. Pas grand-chose de nouveau là-dessus. Diminuer notre consommation tissulaire en oxygène, c'est diminuer notre stress et notre douleur. Clairement, il faut vraiment favoriser les morphiniques. Après lequel, donc moi personnellement, entre morphine, méthadone et fentanyl, c'est ce que vous avez à la clinique, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Le fentanyl, ça marche 20 minutes, donc c'est très bien si vous devez faire une petite intervention, tondre une plaie, voilà, c'est vraiment beaucoup plus puissant que la morphine, mais ça ne dure que 20 minutes. Nous, on a la chance d'avoir des pousse-seringues pour tous nos patients, donc on les fait en perfusion continue.
C'est vrai que si vous n'avez pas ça, c'est compliqué de l'utiliser, mais en tout cas, à l'admission, vous pouvez très bien faire du fentanyl si vous en avez en IM. Vous savez que 25 minutes plus tard, il faudra refaire de l'analgésie, mais voilà, ça c'est possible. Morphine, méthadone, j'ai une petite affection pour la méthadone parce qu'elle est moins émétisante que la morphine et qu'elle a une petite valence sur les récepteurs NMDA qui sont les récepteurs de la kétamine et qui du coup limitent l'apparition de douleurs chroniques. C'est mon avis. Ici, il n'y a pas de méthadone, donc je ne travaille pas avec de la méthadone, je suis très triste. On s'en sort avec de la morphine sans problème. Le butorphanol, ça a une valence assez sédative et très peu analgésique. C'est un mu partiel, agoniste partiel. Et donc, moi, je ne l'utilise pas sur mes traumas quand ils arrivent parce que je ne sais jamais s'ils ont mal ou pas. Si après, je réalise qu'ils n'ont rien de cassé, qu'ils n'ont que des contusions pulmonaires et qu'ils n'ont pas très mal, je mets du butorphanol parce que ça les aide. Mais à l'admission, quand je ne sais pas exactement ce qui se passe, parce que je n'ai pas regardé s'il avait une patte cassée, parce que j'ai fait que mon ABCD, je ne fais pas de butorphanol. Et puis, clairement, je sais que c'est parfois compliqué parce que je sais qu'il y a encore des gens qui n'ont que de la buprenorphine. Il faut vraiment éviter la buprenorphine. Pourquoi ? Parce que ça dure 8 heures et qu'en plus, c'est ce qui est le plus à faim pour tous les récepteurs morphiniques. Donc, si votre patient, vous le transférez et que, par exemple, vous nous le transférez et il a reçu de la buprenorphine, malheureusement, on ne peut pas lui faire d'autres molécules pour contrecarrer ça, sauf du fentanyl, mais c'est pas sûr et certain que ça marche. Donc, à part si vraiment il a pas mal, et dans ce cas-là, effectivement, faites de la buprenorphine, ou en tout cas, il a pas très mal. Mais il faut savoir que la buprenorphine, ça a vraiment une valence analgésique qui est quasi palier 1, donc la même qu'un anti-inflammatoire chez le chien. Ça marche mieux chez le chat. Mais vraiment, si on est morphinique, je préconise la morphine, la méthadone ou le fentanyl. En revanche, il ne faut pas hésiter à utiliser plusieurs molécules pour l'analgésie. La co-analgésie, c'est la meilleure des analgésies. La kétamine, il ne faut pas oublier qu'une petite dose de kétamine, c'est analgésique. Et ça limite du coup l'apparition des douleurs chroniques. Ça marche très bien sur les douleurs cutanées aussi. La lidocaïne sur les douleurs digestives, ça marche très bien, c'est très prouvé chez le cheval, c'est un peu moins prouvé chez le chien, il y a eu quelques études, mais ça marche aussi. Pourquoi pas une neurolaxation s'il y a besoin avec du midazolam. Attention aux réactions un peu paradoxales du midazolam, donc faites-le jamais tout seul. Avec une molécule qui est un peu sédative, oui, mais jamais tout seul. Les alpha-2, la médétomidine, etc. Moi, vraiment à l'admission, j'évite parce que c'est assez cardiodépresseur. Après, une fois qu'ils vont mieux, faire une microdose pour pouvoir aller faire une radio, pourquoi pas. Mais en tout cas, à l'admission, je préfère pas. Les anti-inflammatoires, parlons-en. Les corticoïdes, c'est vraiment contre-indiqué. Clairement, on le sait maintenant. De l'admission à J4, on ne fait pas de corticoïdes sur un trauma. Quid des AINS, il y a des gens qui en font dès l'admission. Clairement, on sait que quand l'animal il a un trauma, il y a une hypoperfusion rénale. Même si elle n'aura pas de conséquences sur le long terme, il y a une hypoperfusion rénale. Et c'est ça qui est un peu critique quand on fait des AINS. Donc moi, ce que je préconise, c'est de ne pas le faire les premières 24 heures. En revanche, évidemment, si la créatine de votre animal à 24 heures, elle est normale et qu'il y a un syndrome inflammatoire, clairement, les anti-inflammatoires peuvent l'aider. Je conseille de ne pas le faire les premières 24 heures parce qu'on sait que les reins, quoi qu'il arrive, ont eu une petite hypoperfusion et qu'on n'a pas envie de leur rajouter ça en plus comme travail. Ça, c'est pareil, c'est une drogue qui est maintenant pas très récente, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'Hexacil. C'est de l'acide tranexamique, c'est un antifibrinolytique. La fibrinolyse, vous savez, c'est la dernière étape de la coagulation. Il y a d'abord un caillot qui se forme, un clou plaquettaire. Après, les facteurs de coagulation viennent consolider cette réparation. Et à la fin, il y a l'hyperfibrinolyse. Donc, on va aller lisser le vaisseau. Ils ont fait un gros pâté et ça relisse tout. Et donc, sur les traumas, il y a une hyperfibrinolyse. Donc, en fait, ça coagule et il relise ce qu'il a déjà fait. Et donc, on sait que l'hyperfibrinolyse, elle joue un rôle majeur dans les coagulopathies traumatiques et elles sont majorées par la fluido excessive, ce qu'on fait quand on a un polytrauma. Du coup, il n'y a pas d'effet secondaire. Le seul effet secondaire qu'il y a, c'est que ça fait vomir. À l'époque, ils l'utilisaient 50 mg kg, donc 5 fois la dose qu'on fait en IV très rapide pour faire vomir. Nous, on utilise 10 mg kg en IV lente, donc ça ne fait pas vomir. Il y a peu d'effets secondaires vraiment. Aujourd'hui, en médecine humaine, ne pas faire d'hexacil en pré- et pér-op sur une chire thoracique, c'est une faute professionnelle.
Donc ça marche. Après, c'est pas miraculeux. C'est-à-dire que s'il y a une hémorragie, ça va pas arrêter l'hémorragie. Ça va limiter l'apparition d'une coagulopathie traumatique. Et je trouve que c'est vraiment pas très cher et que ça s'utilise en IV très bien. Donc vraiment, je le conseille de le systématiser. L'hémocède ne fonctionne pas, on le sait, ça ne marche pas. Il y a eu des études qui ont montré que ça ne marchait pas. En fonction des cas, antiarythmique, donc lidocaïne s'il y a des troubles du rythme, et antibiotiques. Je ne les systématise pas du tout, moi, les antibiotiques. En revanche, dès qu'il y a une plaie ou une suspicion de sepsis, effectivement, je vais utiliser des antibiotiques, idéalement à large spectre et idéalement IV, augmentin, pour ceux qui arrivent encore à en trouver. Nous, on utilise de l'unacim maintenant, on en trouve, et c'est pareil, c'est le même spectre, donc clairement, voilà. Pareil, rapidement, si vous avez des signes de trauma crânien, de triade de Cushing, donc atteinte de la vigilance, hypertension, bradycardie, n'hésitez pas à faire du mannitol. Attention, quand vous avez un trauma crânien, il n'y a pas que le mannitol. La gestion du polytrauma crânien, oxygène, maintien de la tête surélevée. Attention, on ne fait pas que la tête, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on fait une angulation qui n'est pas du tout bonne pour le patient. Donc en fait, on le met sur une planche et on surélève la planche pour qu'il y ait une angulation de tout le patient. Et puis pas de prise de sang à la jugulaire parce que de faire une compression, ça fait augmenter la pression intracrânienne et il n'en a pas besoin. Pareil sur la résolution des causes de détresse, donc l'idée c'est d'arrêter les saignements actifs, contrôler l'hypothermie, je le disais, après le remplissage vasculaire, ponction libératrice si besoin, et puis nettoyage et protection des plaies. Bon, ça c'est des choses que normalement vous connaissez, il n'y a vraiment pas de nouveauté. C'est à ce moment-là où moi souvent je demande à quelqu'un où j'analyse l'épanchement s'il y en avait. Il n'est pas possible de diagnostiquer la nature de l'épanchement avec son aspect macroscopique. Ça peut ressembler à du sang, mais ça peut être septique aussi. Ça peut ressembler à du sang et à trop de choses, donc on ne diagnostique rien avec l'aspect. Je vous ai remis les comparaisons avec le sang pour avoir une idée. Donc l'uro-abdomen, on fait la créatinine et ou le potassium, pas besoin de faire les deux. Hein. La créatinine de l'épanchement est 2 fois supérieure à la crête du plasma, vous savez que c'est un uro-abdomen en gros. Pour l'hémo-abdomen, l'hématocrite de l'épanchement, il faut qu'il soit au moins égal ou supérieur à 1/4 de l'épanchement du sang du patient. Pardon. Voilà, et puis après, bon, cholépéritoine, c'est rare, ça arrive. C'est la bilirubine de l'épanchement est plus élevée que la bilirubine du plasma. Péritonite septique, on peut faire le delta lactate et glycémie. Donc les lactates vont être plus élevés dans l'épanchement parce que les bactéries qui sont dans l'épanchement, elles vont manger du glucose et recracher des lactates, hein, tout simplement. Donc on va avoir une hyperlactatémie, enfin une augmentation de la concentration en lactate dans l'épanchement et une diminution de la concentration de la glycémie dans l'épanchement. L'idéal, c'est quand même de faire une cytologie et de voir des bactéries dans le liquide. Et puis après, ça, je voulais vous en parler aussi parce qu'on n'est encore pas assez, même ici, à faire correctement. Il faut savoir que la plupart des hémo-abdomens traumatiques n'ont pas besoin d'aller au bloc opératoire. Ne courez pas au bloc opératoire si jamais vous avez un hémo-abdomen sur un polytrauma. Clairement, il y a dans 2/3 des cas, juste le médical suffit, d'accord ? En revanche, pansement compressif, oui, mais pansement compressif qui prend les pattes arrière. Parce qu'en fait, si vous comprimez juste l'abdomen, là comme le premier, le sang il va aller au niveau du bassin, mais ça va servir à rien. Ça va lui faire mal, il ne va pas pouvoir respirer, mais c'est tout. Donc si on fait un pansement compressif, et ça marche, enfin, clairement, on limite la possibilité à l'abdomen de s'extendre et donc de laisser le saignement, voilà. Mais il faut bien penser, alors les Américains, ils prennent toutes les pattes, moi je ne prends pas toutes les pattes, mais vraiment j'inclus vraiment je prends les pattes arrière pour faire un pansement compressif. Thoracosynthèse si besoin, et puis tonte, nettoyage des plaies. Pareil, c'est pas forcément le moment de réparer la plaie, un pansement, enfin juste vraiment nettoyer pour limiter l'infection, mettre un pansement transitoire pour pouvoir après faire mon évaluation secondaire et aller parler au propriétaire. Le Robert Jones, moi je suis de moins en moins convaincue par ça. En fait, parce que de toute façon, il faut les anesthésier et souvent, ils ne sont pas anesthésiables. En fait, on les laisse gérer leurs pattes comme ils veulent, on ne les touche pas et on les laisse s'auto-gérer avec une bonne analgésie. Moi, c'est vraiment... aujourd'hui, ici, on ne fait plus de Robert Jones, clairement. Surtout qu'une fois sur deux, honnêtement, on les fait mal, ils l'enlèvent au bout de 4 secondes. Donc, je ne suis... Voilà. Si vous savez faire, faites-le. Sinon, ne le faites pas. Vraiment, c'est de la perte de temps, clairement.
Au niveau du coup là, de ce moment-là, on a fait tout ce qui était possible sur l'évaluation initiale, la prise en charge initiale. Donc c'est le moment moi où je souffle et je réfléchis, je suis là, ok. Je fais mon bilan des atteintes fonctionnelles. Je sais encore que je ne sais pas toutes les lésions qu'il y a au niveau des pattes, des nerfs, etc. Souvent, je vais faire un point avec les proprios à ce moment-là. Je leur dis, écoutez, voilà, je l'ai stabilisé. Les fonctions vitales, il y a ça et ça comme souci. Je vais faire mon bilan lésionnel de ce qui reste s'il y a des choses de cassées. Voilà, c'est le moment où je vais essayer de rassurer ou pas, en fonction du patient, les propriétaires. Je privilégie toujours un pronostic réservé et je passe à mon évaluation secondaire. L'évaluation secondaire, c'est tout simplement un examen clinique complet et voilà. Donc après, chacun a ses techniques. Le crash plan, il est bien parce que c'est crash plan et que tout le monde s'en souvient. Le principe, c'est le cœur, la respiration, ça on l'a déjà fait souvent. L'abdomen, on l'a déjà fait aussi. La colonne vertébrale, la tête, le bassin, les pattes. Est-ce qu'il y a des saignements artériels et est-ce qu'il y a des atteintes neurologiques? Ce patient s'était pris un coup de hache dans la tête. Il n'avait rien du tout, tout allait bien. Il n'y avait que ses sinus qui étaient à l'air libre, mais ouais. Les Américains. Donc évaluation secondaire, c'est le moment où je peux faire mon ECG si je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Il y a quand même des myocardites dans 10 à 30% des traumatismes thoraciques. Je vais faire ma radiographie du thorax si mon patient est stable à ce moment-là pour vérifier s'il n'y a pas d'autres anomalies, une hernie diaphragmatique, des choses comme ça. Clairement, ça peut apparaître jusqu'à 48 heures après, donc on reste réservé. Mais c'est le moment où je vais aller faire le bilan complet et avec photo à l'appui de mon appareil respiratoire. Au niveau de l'abdomen, alors, là, je parle, ça peut être 2 jours après. Hein, la radio de contraste, on n'est pas obligé de la faire dans l'heure qui suit, hein, mais on peut aller faire une radio de contraste si on a des doutes. On va aller vérifier qu'il n'y ait pas des lésions viscérales. Au niveau de la colonne vertébrale, est-ce qu'il y a des signes de traumatisme vertébraux? Donc, est-ce qu'il est paraplégique, mon patient? Est-ce qu'il a des signes d'atteinte neurologique? Est-ce qu'il y a des signes de trauma crânien? Vraiment, trauma crânien, et je l'ai vu, de mes yeux vus, ça peut apparaître jusqu'à 3 jours après le trauma. J'ai vu un chihuahua convulsé, on allait le rendre, il s'est mis à convulser, alors ça faisait 3 jours qu'il avait eu son trauma crânien, quoi. Donc ça arrive. Et après le plan, donc le bassin, est-ce qu'il y a des fractures de bassin? Est-ce qu'il y a des fractures des membres? Est-ce qu'il y a des hématomes? Les chats qui ont des hématomes, là vous savez, ils ont toutes les cuisses violettes là. Ça c'est vraiment, il faut faire attention parce qu'ils sont très très anémiés et ils vont mieux. Ils vous passez au bloc pour rien, un doigt cassé, et ils décompensent après parce qu'en fait tout leur sang est dans leurs cuisses. Donc, c'est des patients qui meurent très très bien à J2 post-op. Mais vraiment, c'est... Voilà. Et puis après, déficit neurologique, est-ce qu'il y a des atteintes du plexus, etc. etc. Voilà, et donc à ce moment-là, une fois qu'on a fait notre bilan lésionnel complet, ou en tout cas le plus complet possible, effectivement, dans l'heure, vous ne pouvez pas forcément avoir fait une radio de contraste, mais en tout cas, vous avez quand même une bonne synthèse des atteintes fonctionnelles et lésionnelles. Vous avez une idée du pronostic. C'est le moment où il faut décider quoi faire. Est-ce qu'on hospitalise le patient juste pour surveillance, parce qu'a priori ça va, mais on le garde quand même au cas où? Est-ce qu'on l'hospitalise parce qu'il y a une plaie, mais les fonctions vitales ont l'air d'être OK? Est-ce qu'il y a un pneumothorax, donc je l'ai prélevé, je vérifie qu'il ne va pas se recollecter avant de vous le rendre? Ou est-ce que même, là, il y a vraiment, ça ne va pas du tout, il faut le référer dans un centre de spécialistes? C'est ce moment-là où vous allez prendre vos décisions de plan d'action avec votre pronostic et puis éclairer les propriétaires sur ce que vous voudriez faire. Et après, s'ils sont d'accord ou pas, ça c'est après à vous de voir, de discuter sur « ok, ça c'est pas possible pour vous, on va essayer de faire au mieux sans ça ». Mais c'est le moment où on discute et je pense qu'il faut toujours proposer. Et là, c'est pour ça que j'ai mis les 3 mots parce que en communication, je trouve que c'est important par rapport aux propriétaires. Moi, si je propose, que je suggère ou que je recommande, je sais que les gens, ils n'ont pas la même intensité, quoi. Si je leur dis, je vous recommande vraiment d'hospitaliser votre animal, ou si je vous dis, oui, bon, je vous suggère de l'hospitaliser, mais bon, c'est pas... Voilà. Donc, en revanche, j'utilise un de ces 3 mots-là toujours et je leur dis, je vous propose une hospitalisation, c'est juste pour le surveiller. Si vous n'êtes pas d'accord, pas de problème. Ou, je vous suggère vraiment d'hospitaliser votre chat, il va pas bien, quoi. Voilà. Mais je le fais tout le temps. Et voilà. Voilà. En conclusion, du coup, toujours être méthodique, calme et efficace. Il ne faut pas se précipiter ou se focaliser sur un problème. Je sais que souvent les gens ils arrivent en disant « Ah mon Dieu, il a la patte cassée, c'est horrible, ça pend ». Mais en fait, vraiment au départ, on s'en fout. Et vous ne pouvez pas vous focaliser là-dessus. Le propriétaire, oui, mais pas vous. Pareil, un char comme ça, c'est hyper impressionnant. Mais en fait, on va lui poser une sonde, on va le réalimenter, on va réparer sa mâchoire et ça n'impacte pas sa vie dans l'heure qui vient. Donc plus fonction que lésion, clairement.
Nous, comment ça se passe chez nous? Alors, on est une super équipe, on est plein, donc je ne dis pas que c'est possible de l'appliquer partout. Moi, globalement, le patient, il arrive, qu'il soit stable ou pas, souvent on le passe derrière si c'est un polytrauma, sauf s'il arrive sur ses 4 pattes, comme ça. Au moment où il arrive, on le met sous oxygène et moi, je fais le ABCD. Il y a quelqu'un qui lui fait de l'analgésie. Souvent, je dis oui, morphine ou plutôt fentanyl, je décide, mais il y a toujours ça. À ce moment-là, on essaie d'avoir une voie veineuse. Il est sous oxygène, il a eu son analgésie IM, et on essaye d'avoir les 3 gouttes de sang qu'il nous faut pour l'hématocrit, les protéines totales et les lactates. À ce moment-là, s'il y a besoin, si mes paramètres de la perfusion sont mauvais ou qu'il y a une hyperlactatémie, je fais un bolus de fluide. Et c'est le moment où je fais mon AFAST, ma TFAST et mes scores, si je peux, si j'ai le temps et que j'ai assez de mains pour pouvoir tout faire. Une fois que tout ça c'est fait, globalement, c'est le moment où je vais voir les gens et je leur dis, voilà, ce que j'ai trouvé sur votre chat, c'est ça. Je ne sais pas encore ce qui se passe sur ce qui n'est pas vital, mais voilà ce qui se passe déjà maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord si je continue? Enfin, voilà, c'est le moment où je vais voir, moi, les propriétaires, pour leur expliquer, avoir leur consentement éclairé pour la suite de l'évaluation. Et puis après, bon, l'évaluation secondaire, ça dépend des jours de chaque patient. Voilà. 57 minutes.